Mon invité est député européen, un insoumis, patron d'un célèbre bar à Angers, et il se lance maintenant à l'assaut de l'hôtel de ville. Quand vous êtes derrière un comptoir, vous n'avez plus le droit d'être timide au bout d'un moment. Depuis le début de mon mandat, je me suis déjà fait contrôler 6 ou 7 fois en gare. Ce qui n'arrive à aucun autre de mes collègues. La violence, elle est dans la trahison. Bonjour Rach Saidi. Bonjour. Vous êtes député européen, conseiller régional et candidat insoumis aux élections municipales à Angers. On va revenir sur votre parcours, prendre le temps de mieux vous connaître, le tout sans langue de bois, c'est la promesse ici sur Trajectoire. Votre trajectoire, elle débute à Téhéran, où vous êtes né il y a 50 ans, et à l'âge de 4 ans et demi, avec votre frère, votre sœur, vos parents, vous êtes arrivé à Angers. Quand on voit la situation actuelle en Iran, vous êtes parti donc en 1979, l'année de la révolution islamique. D'après l'ONU, plusieurs dizaines de milliers de morts depuis plusieurs semaines en raison de la répression menée par le régime des mollahs. Comment est-ce que vous vivez ça à distance ? Alors juste, mon frère et ma soeur sont nés à Angers. Mais écoutez, c'est en même temps difficile et j'ai envie de dire malheureusement habituel. Parce que je vais être un peu piquant. L'opinion publique occidentale semble avoir découvert depuis 2 ans que la situation du peuple iranien n'était pas idéale. Mais en fait, nous, ça fait 45 ans, d'abord pendant une dizaine d'années durant la guerre Iran-Irak, puis diverses périodes plus ou moins de répression parce que le régime a toujours joué avec des périodes d'assouplissement et de reprise en main. Donc le stress, l'inquiétude, on l'a toujours eu, tout comme on l'a eu au moment des bombardements israéliens, parce que les bombes qu'elles proviennent, les bombes ou la répression, elles font les morts civils de la même manière. Donc au moment des bombardements israéliens récemment, on était tout aussi inquiets qu'aujourd'hui. De l'inquiétude d'abord ? Oui, parce que par ailleurs, les communications sont coupées, donc vous attendez des nouvelles. Aujourd'hui, à peu près tout, je pense, là, c'est à peu près rétabli. Mais oui, c'est de l'inquiétude, du stress. Et je vous disais, malheureusement, presque de l'habitude, parce qu'au bout de 45 ans, il y a une forme de... vous vous habituez au stress. Vous vous habituez au stress, le mot est fort. Ouais, c'est ça. En quoi est-ce que ça a eu une influence ? Vous vous résignez jamais. Vous vous résignez jamais, mais vous habituez au stress. En quoi est-ce que ça a eu, vous pensez, une influence, une marque sur votre engagement ? Ça influence forcément mes positions à l'international. Le discours manichéen, blanc-noir, je suis très 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 distant par exemple au Parlement, sur les votes internationaux, je suis souvent très sceptique. Je vous dis, quand Donald Trump annonce qu'il va aller libérer le peuple iranien, j'y crois pas une seconde. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui n'y croit pas, mais forcément... Ça vous donne une forme de retenue, de recul, c'est Quand vous êtes exilé, quand vous avez souffert, quand vous étiez jeune, de la distance avec votre famille, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, vous n'aviez pas WhatsApp, Telegram, Internet pour pouvoir quasiment se voir tous les jours. À l'époque, c'était 3 courriers par an, parce que le courrier mettait un temps fou à arriver aussi. Et puis la distance, et puis vous voyez vos parents souffrir, et du déracinement. Quand vous avez vécu tout ça et que quand même vous voyez bien que le pays il est dans l'état dans lequel il est parce que en 1953 un Premier ministre élu démocratiquement qui voulait Mossadegh, qui voulait nationaliser le pétrole, ce qui est quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'un Premier ministre qui dit « je ne veux pas que les richesses naturelles de mon pays soient pillées par des compagnies pétrolières étrangères », a été renversé par la CIA pour mettre en place un régime monarchique dictatorial avec une des polices politiques les plus sévères du monde. Ça a créé pour le peuple iranien une vraie rupture vis-à-vis des États-Unis. Non, une répression. Et puis, puis je veux dire,
beaucoup d'Iraniens considèrent que la cause de l'arrivée des mollahs, elle remonte à 1953. Les mollahs qui sont incarnés actuellement par cet homme, Oui. l'ayatollah Khamenei, le guide suprême. Vous avez été en Iran il y a une dizaine d'années. Vous avez vu l'évolution de la société. Il y a une jeunesse importante, une soif de liberté. À titre personnel, est-ce que vous pensez que le régime incarné par cet homme vit ces derniers jours, ces dernières années, ces dernières heures? Derniers jours, dernières années, j'en sais rien, parce que depuis 2009, il y a eu des vagues successives de protestations. Et à chaque fois, on espère évidemment. Je ne sais pas si celle-là sera la bonne. On est tous intimement persuadés que le peuple finit toujours par se libérer. Je citais votre passage il y a 10 ans à peu près dans ce pays. À ce moment-là, vous avez senti que peut-être il y avait les germes d'un vrai changement de régime un jour? Moi, je reste persuadé que les sanctions internationales, les embargos, quand on met un pays sous cloche, vous faites durer le régime. Parce que le régime se recroqueville sur lui-même, la répression s'accentue, qu'il peut prétexter les embargos et les sanctions pour justifier les difficultés économiques et donc survivre un peu plus longtemps que ce qu'il n'aurait fait quand tout est ouvert. Et à ce moment-là... C'est une assurance vie pour le régime, en quelque sorte. En tout cas, ça fait durer. Ça fait durer. À ce moment-là, quand il y a eu l'accord sur le nucléaire et que les échanges se sont multipliés... Pendant la présidence de Barack Obama? Pendant la présidence de Barack Obama, vous voyez, moi je l'ai constaté, quand vous multipliez les échanges, les gens voient ce qui se passe ailleurs. Et puis par ailleurs, quand les échanges internationaux s'ouvrent, le régime n'a plus le prétexte de l'embargo pour dire que la situation économique est mauvaise. Et ça met sa propre gestion qui... Sa propre gestion et ça a beaucoup de corruption. Pour revenir à votre itinéraire, votre trajectoire personnelle, vous arrivez donc à 4 ans et demi à Angers, dans le quartier Belle-Beille, c'est un quartier populaire, vous grandissez dans une tour. En quoi cette enfance dans un quartier populaire, en quoi est-ce que ça aussi a forgé votre caractère? Par exemple, notre slogan de campagne pour qu'Angers soit une ville agréable pour toutes et tous, quelque part, il est inspiré par ça, parce que moi, dans mon parcours, j'ai vécu la différence entre de possibilités qui vous sont offertes, les opportunités que vous avez, et même la capacité à les voir, ces opportunités, que vous pouvez avoir ou pas, ou à vous dire que vous avez le droit de tenter telle chance ou pas. C'est ce que vous vous disiez, vous, enfant, une forme d'assignation à résidence? Non, je ne me le disais même pas, en fait. Le truc, c'est que vous ne le voyez pas. C'était conscientisé, même pas. Vous ne le voyez pas. Il y a des opportunités que vous ne voyez pas, il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient, il y a des... et puis après, il y a des barrières, effectivement, que vous vous mettez vous-même. Par exemple, concrètement, ça a été quoi pour vous? C'est beaucoup de choses inconscientes. Je ne saurais pas vraiment chaque chose vous le dire, mais le capital social, culturel que vous avez, les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne, du coup, moi, dans mon parcours, j'ai bien vu que entre quand je grandissais dans une tour à Belle-Beille et quand j'habitais en centre-ville, en fréquentant une gamme très variée de gens, c'est la variété des rencontres aussi qui fait la richesse d'une vie. Et quand vous rencontrez plein de gens différents, quand vous avez des discussions, quand vous vous dites ça, je peux essayer, je peux y arriver parce que vous avez un exemple devant vous, c'est pas la même chose que quand vous êtes assigné un peu à résidence, que aller en centre-ville, c'est déjà presque un périple, que vous vous sentez parfois stigmatisé, moqué, vous n'avez pas les codes. Y compris vous, stigmatisé, vous avez vécu ça? Je ne vais pas non plus c'est pas un secret que de dire c'est une blague avec mes collègues au Parlement. Mais enfin, eux ne savent pas ce que c'est qu'un contrôle d'identité. Moi, même aujourd'hui, alors ça se passe toujours très bien, très cordialement, et c'est très bref aujourd'hui. Mais depuis le début de mon mandat, je me suis déjà fait contrôler 6 ou 7 fois en gare. Ce qui n'arrive à aucun autre de mes collègues. La politique, enfant, vous y avez commencé à y penser? Et puis, c'est pas... parce que là, je veux pas que ce soit...
Bon, le contrôle d'identité, mais c'est 1 minute, mais je veux dire... c'est pas que ça. Mais c'est pas très grave. Et puis, la plupart des policiers sont polis, agréables, sympas. Moi, je suis jamais tombé sur un policier agressif, voilà. Mais ça arrive, hein. Mais je veux dire, c'est pas tous les jours non plus. Mais par exemple, quand vous cherchez un appartement, enfin, moi, quand j'ai été étudiant, j'ai été sous-locataire d'un de mes amis pendant toute la durée de mes études. Parce que quand j'appelais avec ma voix douce et sans accent, on me disait oui, il faut venir visiter. Puis quand on prenait mon nom, on me disait ah non, mais il y a mon cousin qui va rentrer. Je vous dis le cousin de Bordeaux, parce que ça c'est un cas véridique. Ah non, mais au fait, je viens de me rappeler, il y a mon cousin de Bordeaux qui va peut-être revenir à Lille. Et du coup, vous comprenez, je vais lui réserver l'appart. Donc oui, c'est plus dur de louer, c'est plus dur de trouver un emploi, c'est plus dur de rentrer en boîte. C'est plus dur ci, c'est plus dur ça. Et effectivement, quand vous êtes confronté à ces difficultés-là, au bout d'un moment, vous vous mettez vous-même des barrières. Moi, j'ai un des collaborateurs aujourd'hui au Parlement qui a fait, qui quand il cherchait du boulot, a fait un test. Il a utilisé son premier prénom pour un certain nombre de... il a envoyé 2 CV, un avec son premier prénom et un avec son second prénom. Son premier prénom n'est pas d'origine française, son second l'est. Il avait beaucoup plus de réponses avec son deuxième prénom qu'avec le premier. Et d'autres études, effectivement réalisées notamment par des associations, le prouvent assez régulièrement. Je vous posais tout à l'heure la question de la politique. Quand est-ce que ça commence à trotter dans la tête du jeune Arash Saïdi, enfant ? Alors, j'ai des souvenirs très vagues, mais quand vous avez vu une révolution, moi, je pense que vous vous intéressez forcément à la politique, même si c'est des tout petits souvenirs d'inconscient de gamin de 4 ans. Mais ça allume quelque chose en vous quand vous vivez, vous vous sentez exilé vos 10 premières années en France. Vous êtes senti exilé jusqu'à 10 ans ? Pendant 10 ans, ouais, 10 premières années, je pense, j'étais dans un espèce d'entre-deux où je savais déraciné. Oui, j'étais pas vraiment français, j'avais pas encore... l'intégration, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, quoi. Donc vous vous intéressez forcément à la politique parce que vous vous demandez pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Et puis après, il y a aussi j'avais des parents qui étaient plutôt impliqués politiquement. Et puis et après, moi, le moteur, ça a toujours été l'injustice sociale. Donc et j'en reviens à cette histoire parce que les gens qui habitent dans les quartiers, ceux qui en plus n'ont pas la même tête que les autres, sont encore un peu plus pénalisés. Mais un Patrick Dupont qui habite dans un quartier, il a les mêmes difficultés. Et lui aussi, il va avoir certaines possibilités en moins que Patrick Dupont, qui est dans un quartier chic, en centre-ville, qui a un capital social et culturel différent. Et c'est pour ça, ce que je disais, ce parcours, moi, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, et dans une même vie, de voir la différence à personne égale, parce qu'intrinsèquement, je n'ai pas changé. Parce que souvent, on dit, oui, mais c'est parce que vous êtes plus méritant, vous êtes plus ci, vous êtes plus ça. Vous avez vu l'avant et l'après. Moi, le Arash Saïdi qui habite en centre-ville, il n'est pas devenu plus intelligent, plus malin et plus finot que le Arash Saïdi qui habitait à Belle-Bay. Donc la différence, c'est aussi un environnement qui vous ouvre les yeux, qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous dit même, qui vous autorise à vous dire « je peux essayer de faire plus ». Et pour les personnes qui nous regardent, je donne un peu rapidement la suite de votre parcours, un master en droit public. Et puis vous êtes identifié à Angers, en particulier pour une casquette qui n'est pas banale chez un homme politique. Vous êtes le patron d'un des bars les plus célèbres de la ville, le bar du centre, le BDC, pour les intimes, notamment les étudiants qui y vont beaucoup. À 28 ans, c'est un bar que vous avez choisi de racheter avec votre frère. Il appartenait à votre père et ses associés. Et après, vous avez passé de nombreuses années derrière le comptoir. Exactement. Toute la journée, au contact des Angevins. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Ça m'a enlevé ma timidité. On a du mal à le croire que vous voilà. êtes timide. Je sais, on dit ça à chaque fois. Non, ça m'a guéri de ma timidité.
déjà, parce que quand vous êtes derrière un comptoir, vous n'avez plus le droit d'être timide au bout d'un moment. Ça m'a certainement apporté de la confiance, et puis ça m'a ouvert, ce que je vous disais, le fait... c'est un établissement, on a la chance d'avoir une clientèle très diverse, très variée. Pas seulement les étudiants, hein, il y a aussi des commerçants, par exemple, le matin, des travailleurs pour le déjeuner. Des travailleurs, des artistes, des musiciens. Ça, c'est des capteurs qui vous servent dans vos campagnes? Ça sert déjà à se forger une personnalité, je pense. Moi, j'ai beaucoup été influencé par les musiciens que j'ai rencontrés quand je travaillais. Ça m'a beaucoup fait évoluer. Et puis, du coup, oui, quand vous voyez toutes les couches de la société, que vous discutez beaucoup avec les gens, ça vous permet d'appréhender les difficultés autant d'une profession libérale que d'un salarié, que d'un fonctionnaire, que d'un enseignant, ça passe beaucoup par des échanges informels, c'est ça? Oui. Et puis, après une bière ou deux Du coup, vous devenez plus ou moins ami avec les gens. Moi, j'ai beaucoup de mes amis que j'ai rencontrés en travaillant, quoi. La journée, beaucoup, la clientèle du soir, elle vient souvent en groupe, etc. Bon, ils discutent entre eux. Alors, vous avez des échanges, mais c'est plus rapide. Mais la clientèle, alors qui est souvent la même, hein, c'est-à-dire que les gens qui viennent la journée reviennent. Vous venez le lundi prendre votre café, lire votre journal, préparer votre rendez-vous, etc. Et puis c'est la même personne qui vient le vendredi soir, mais c'est beaucoup les échanges fin de matinée, début d'après-midi, où les gens ils ont un peu plus le temps, où nous aussi on a un peu plus le temps parce qu'on est moins débordés, où vous avez le temps de créer des liens avec les gens. Et oui, ça m'a permis de connaître énormément de gens. D'une part, ce qui est toujours très drôle, c'est que quand je suis dans d'autres villes, c'est devenu une blague avec beaucoup d'amis, c'est qu'il y a toujours dans un déplacement, depuis que je fais de la politique, toujours un moment où je rencontre un client du bar du centre. Que vous identifiez du bar. Dans un aéroport à Berlin, en me baladant dans une rue de Paris, c'est assez drôle. Parce que le BDC, je le dis pour les gens qui nous regardent, le bar du centre, c'est le plus ancien débit de boissons d'Angers, qui a été fondé il y a plus de 200 ans. C'est vraiment un lieu... 300 maintenant d'ailleurs. Je crois que c'est 1700 quelque chose. 18e siècle, effectivement, donc vraiment très important à Angers. Et on sait qu'il y a beaucoup d'Angevins un peu partout dans le monde. La politique, vous allez... C'est là où je me suis rendu compte que les Angevins s'exportaient bien. Et ben voilà, et ça se confirme. La politique, pour vous, ça a réellement commencé, si je puis dire, en 2007. Vous prenez votre carte au Parti Socialiste, et puis après le quinquennat de François Hollande, vous en allez, parce que vous êtes déçu, vous appartenez à l'aile gauche. C'est plus que de la déception. C'est plus que de la déception. J'accélère encore un tout petit peu le parcours, si vous me le permettez, puisque ça me permet de dire qu'ensuite, vous avez soutenu Benoît Hamon, qui a été choisi par la primaire à l'époque, on s'en souvient, en 2017, pour représenter les couleurs du Parti Socialiste. Vous avez été son proche collaborateur, même à un moment donné son bras droit. Et puis, patatras, à un moment donné, finalement, là, il y a eu une rupture assez claire qui a eu lieu il y a 2 ans. Vous avez été viré, on peut le dire, de son petit parti, Génération. Et on vous a affublé du terme de sédition, traîtrise. Ça portait l'incompréhension autour de la question de l'alliance avec les Insoumis. Mais à titre plus personnel, comment vous avez vécu cette période ? C'est toujours très dur de quitter une formation politique, alors surtout une à laquelle vous avez participé à la création, puisque vous créez des liens d'amitié, et puis moi je fonctionne aussi beaucoup à la FEC. Et là je vous parle de Benoît Hamon parce que c'est aussi une relation personnelle, un compagnonnage qui a duré plusieurs années, vous créez qui s'est vraiment terminé, encore une fois, de manière assez brutale. Alors oui et non, parce qu'on s'est jamais trop... On s'est pas écharpé non plus, ça s'est fait... Alors, vous parlez plus de votre point de vue à vous, ça a peut-être paru un peu... Il y a eu en tout cas des noms d'oiseaux. Non, mais je veux dire, ça a été très... ça s'est fait très soft et dans un respect, enfin, jamais fait de sortie. Vous parlez encore avec Benoît Hamon ? On n'a pas l'occasion, mais je pense que si on se croisait, il n'y aurait pas de souci. Après, moi, j'étais pas proche du premier cercle de Benoît Hamon, mais par exemple, moi, j'étais... Tout mon temps à Génération, on travaillait beaucoup. Moi, un de mes amis, c'était Benjamin Lucas. Avec lui, il n'y a pas qui est député aujourd'hui.
Vous avez quand même été numéro 2 du parti à la fin de votre aventure dans ce parti, mais sans rentrer dans tous ces détails-là, en tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, la politique, la relation avec c'est aussi Benoît un Hamon, lot parfois de trahison, de rupture. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie politique. Je pense que moi, j'ai réussi à garder des liens avec personnel, beaucoup de gens comment ça s'est à passé Génération, parce que ma rupture, elle s'est faite sur un différend politique. En fait, c'est pas une rupture personnelle. Je l'ai expliqué, c'est sur l'alliance avec les Insoumis au moment des élections européennes. Permettez-moi de vous relancer à nouveau. J'aimerais savoir, vous, personnellement, c'est aussi la promesse de cette émission, savoir ce que vous avez vécu à ce moment-là. C'est quand même pas banal. Non, mais personnellement, c'est dur, mais c'est pas tellement dans la relation avec Benoît, parce que Benoît, je travaillais avec lui, mais c'est pas un ami de longue date. Vous savez, en politique, vous avez des fois des gens avec qui vous avez des relations. On travaillait en confiance, mais c'est pas... mon cercle amical était composé d'autres militants du mouvement, d'autres responsables, des Benjamin Lucas, Ali Rabet, d'autres amis moins connus, Léa Filoche. On ne va pas faire un inventaire complet, mais en tout cas, donc, vous dites... De fait, ces gens-là, alors on n'est pas fâchés, mais de fait, vous les voyez moins parce que c'est des gens que vous voyez au quotidien, avec qui vous aviez l'habitude de travailler parfois toute la journée. Du coup, d'aller boire un verre à la fin ou aller au resto, s'appeler pour un oui ou pour un non dès qu'il se passait quelque chose, dès qu'il y avait un truc dans l'actu. De fait, vous vous voyez moins, vous voyez 2-3 fois par an. J'ai l'impression que vous banalisez un peu la chose, je me trompe peut-être ? Ah non, pas du tout. C'est quand même pas anodin, une rupture pareille ? Ah non, humainement, non, c'est dur. J'ai vécu une année très difficile. Ah non, humainement... c'est pas quelque chose de facile que de... Autant au PS, on est parti à beaucoup. Et en gros, tout le courant avec lequel vous aviez déjà vos habitudes, c'est moins difficile. Là, vous partez à une centaine. Parmi les gens qui restent, il y a beaucoup de très proches. Donc oui, humainement, c'est dur. Mais après, on ne fait pas de la politique. Moi, c'est ce que je dis souvent. On n'est pas là pour faire ses choix en fonction de ses affinités personnelles. Ça joue, ça compte, c'est mieux. Il n'y a pas de sentiment en politique ? Il y en a forcément. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas faire tous vos choix en fonction de vos sentiments. Si à un moment donné... Et de la même manière, moi, j'ai des gens qui sont mes amis et on ne pense pas pareil politiquement. Ça étonne parfois les gens. Mais des amis de droite, il a Arash Saïdi. Arash Saïdi, il a des amis de gauche, de droite, des amis qui n'ont rien à faire de la politique. Enfin, je ne choisis pas, mais je ne pose pas la question aux gens de est-ce que tu votes pour moi avant de savoir si on peut déjeuner ensemble. Et vos amis de droite, s'ils ne vous disent pas des fois que Arash Saïdi, il tape un peu fort des fois ? Non. Non, parce que j'ai l'impression que... je vais prendre l'exemple extrême, y compris Christophe Béchu, quand je démissionne du conseil municipal. En 2024. Il a eu des mots plutôt agréables et sympathiques, qui étaient, je pense, révélateurs de ce que je pense avoir fait de mes 4 ans de conseiller municipal à Angers. C'est-à-dire qu'on peut... s'opposer sur le fond. On avait beaucoup de divergences, on avait beaucoup d'échanges sur le logement, par exemple, avec Christophe Béchu. On avait des désaccords assumés et très importants sur la façon de gérer la construction de logements dans une ville, sans pour autant s'envoyer des noms d'oiseaux, sans pour autant être désagréable et sans que ça empêche de se saluer cordialement, poliment. Il vous a salué cordialement, poliment, j'imagine, il n'y a pas très longtemps, puisqu'au mois de novembre dernier, vous vous êtes mariés et vous avez tenu à ce que ce soit Christophe Béchu, donc le maire de droite d'Angers, qui vous marie. Là, je vous vois avec la cravate. Parfois, on pourrait dire, peut-être à l'extrême gauche, que c'est une institution bourgeoise, le mariage. Est-ce que vous êtes réellement insoumis, Arash Saïdi ? Est-ce que c'est ça, l'insoumission ? Je pense qu'il y a beaucoup d'insoumis qui sont mariés. Mais que le maire, donc que le maire, en fait, là, c'est un truc très drôle, parce que quand vous êtes vous-même, vous avez été conseiller municipal durant le mandat, quand vous connaissez chacun des élus, choisir une personne en particulier, vous mettez... moi, j'ai un profond respect des institutions et j'ai une idée très... vous savez, je suis
défenseur du service public à la française. Républicain. Républicain. J'ai étudié le droit administratif, j'adore le droit administratif français. Et voilà, j'ai une vision du service public très juridique et très noble. Et choisir et l'institution du mariage, ou n'importe quelle institution, j'ai pas trop envie de personnaliser et choisir quelqu'un, puisque du coup, c'est ce que... Vous souhaitiez que ce soit lui. Non, mais de fait, vous choisissez quelqu'un. Quand vous connaissez les gens, vous dites « je veux un tel ou un tel ». Et moi, je n'avais justement pas envie de choisir. Et donc, la position institutionnelle, c'était c'est le maire qui célèbre le mariage. Comme ça, je n'ai pas de choix à faire parmi des conseillers municipaux que je connais. Vous voyez en tout cas que je vous taquine un petit peu sur aussi. Je vois que vous portez une cravate aujourd'hui. Des fois, dans votre famille politique, on s'interroge, y compris Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, il en porte toujours une. Hein. Et ça dépend des échéances électorales. Je l'ai dit aussi, je l'ai rappelé. Non, Jean-Luc, il a quasiment toujours une cravate. Hein. Et alors, mais parce que lui aussi. Mais là-dessus, on se retrouve tout à fait. Moi, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et qui gagne à être connu, parce que je découvre quelqu'un qui est pas du tout à l'image, je parle de personnellement, hein, de l'image médiatique qu'on essaye d'en faire. Et Jean-Luc, c'est quelqu'un qui, pareil, il a cette conception du service public, il a ce respect des institutions, il est profondément républicain. Il est venu il y a 1 an tout pile à Angers. Oui. À Angers. On le voit ici. Donc vous avez appris à le connaître. Il a eu, lors de ce meeting à Angers, des mots très durs contre les socialistes. Il a parlé de traîtres, par exemple. Vous, c'était votre famille d'origine. Vous, cette violence dans les propos, cette violence verbale en politique, est-ce qu'elle est pour vous un moyen de faire de la politique acceptable ? Appeler les choses par leur nom. C'est pas... la violence, elle est dans la trahison. Elle n'est pas dans le fait de qualifier quelqu'un qui ne tient pas sa promesse de l'avoir trahi. On parlait tout à l'heure du mandat de François Hollande. Qu'est-ce qui est le plus violent ? Mentir aux électeurs en disant « mon ennemi, c'est la finance », en leur disant « vous allez voir ce que vous allez voir, quand je vais remplacer Nicolas Sarkozy, je vais vous faire un programme de gauche pour les travailleurs, je vais faire le droit de vote des étrangers, etc. » Et au final, vous vous retrouvez avec le CICE qui était nulle part dans le programme. Je prends les exemples les plus extrêmes. La loi travail que même Nicolas Sarkozy n'aurait pas osé faire. Vous dites que la fin justifie les moyens. La répression, non, à l'Assemblée nationale, de la part de certains. Non, mais laissez-moi faire parce que je suis en train de me dire. Est-ce que ce qui est violent, on a tout à l'heure entendu votre plaidoyer pour une forme de respect des institutions. Je reviens à vous si ça vous. Non, mais respecter l'institution, c'est tenir ses promesses. Y compris dans les mots choisis. Est-ce que c'est important de respecter son adversaire dans les mots choisis ? Respecter l'institution, c'est tenir ses promesses. Est-ce que respecter l'institution, c'est aussi peut-être... Est-ce que Manuel Valls, quand il vous traite d'antisémite, juste parce que vous vous inquiétez du sort de nombreux Gazaouis qui sont assassinés... Ce que vous me dites, c'est que si vos adversaires... Est-ce que c'est pas violent, ça ? Non, mais est-ce que c'est pas violent ? Vous pouvez employer des mots violents à votre tour, c'est ça ce que vous êtes en train de développer. Je suis en train d'interroger votre jugement de ce qui est violent ou pas. Donc, est-ce que... moi, on m'a traité de... complice des mots-là, parce que j'ai mis un peu de nuance dans le raisonnement en disant « Attention, quand vous faites un embargo, les gens qui manquent de médicaments en Iran, c'est d'abord le peuple iranien, donc c'est eux qui souffrent. » Des élus insoumis ont été traités d'antisémites parce qu'ils ont dit « Attention, il y a des morts gazaouis. » Est-ce que c'est pas ça la violence ? Quand vous traitez... Et donc, j'en reviens... Au-delà de renvoyer les uns les autres à ce qu'ils ont dit, vous, quelle est votre position par rapport à cette violence verbale ? Est-ce que pour vous, elle est acceptable en politique ? C'est une question très simple. C'est pas violent. Dire le Parti socialiste a trahi ses électeurs en faisant la loi travail, en proposant la déchéance de nationalité, ou à peine 6 mois après le NFP... 6 mois après, hein. On n'est pas à 6 ans après. 6 mois après. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Ah si, dire « vous avez trahi », c'est pas violent, c'est factuel.
dire vous avez trahi votre promesse Ce n'est pas ma électorale. question. Ma question, encore une fois, c'est quand on s'adresse dans le Bah, débat qu'est-ce qui est public, violent ? qu'on évoque un adversaire, est-ce que pour vous, c'est une question, je pense, qui intéresse ceux qui nous regardent, c'est très simple, est-ce que pour vous, on peut déployer un langage rhétorique qui évoque Oui, mais qu'est-ce une qui est forme violent ? de violence, d'outrance Non, mais qu'est-ce qui est violent ? Pardon, hein, mais les mots qui ont été employés par beaucoup de partis politiques à l'égard de mes collègues insoumis, y compris de moi-même, ils ne sont pas doux. Et ça ne vous choque pas ? Lors de J'ai jamais vu personne, Mélenchon, quand on nous dit qu'on n'est pas Angers, républicain, vous ne trouvez pas ça choquant ? Alors que c'est totalement faux. Rachel, lors de ce meeting de Jean-Luc Mélenchon à Angers il y a un an, il y avait peut-être dans les premiers rangs votre maman qui exerce encore aujourd'hui la profession de psychologue. Est-ce que pour l'homme politique que vous êtes, est-ce que vous avez ressenti de la fierté dans son regard ? Oui, voir là où vous êtes arrivé. Évidemment, tous les enfants, quand il y a leur maman, c'est un peu comme votre premier match de foot, vous voyez vos parents dans les... j'allais dire dans la tribune, mais il n'y a pas de tribune, c'est le long de la barrière. Bah oui, vous ressentez de la fierté, et puis vous voyez bien qu'ils ne vous regardent pas pareil, et vous pouvez avoir fait un match totalement pourri, ils sont super contents. Et là, à 50 ans, lorsqu'on est à 50 ans, vous êtes un peu plus lucide sur est-ce que vous avez été bon ou pas, par contre. Mais, mais oui, évidemment, surtout quand vous avez le parcours que vous avez eu, que vous avez été naturalisé. Moi, j'ai été naturalisé très tard. Hein, je suis devenu français officiellement en 98. Juste à temps pour pouvoir dire que je suis champion du monde, ça c'est pas mal. Mais par contre, décret signé par Lionel Jospin et Martine Aubry, ça j'en suis très content. Oui, quand vous avez ce parcours-là et que vous arrivez dans votre ville à parler devant plus de 1000 personnes, en étant... moi, je vous dis, hein, j'ai un profond respect des institutions, donc un mandat électoral, je ne le prends pas à la légère. C'est-à-dire, pour moi, je le prends vraiment au sens propre. C'est-à-dire, je représente une partie du peuple. Et je dois parler au nom d'une partie du peuple. Il y a une question d'exemplarité. Il y a une question d'exemplarité. Et puis, je veux dire, c'est vraiment... oui, c'est une fierté de parler au nom de ses concitoyens, de devoir porter leurs aspirations, de parler pour des gens qui ont moins accès à la parole, ceux qui n'ont pas de voix, et de les défendre et de défendre leur qualité de vie. Ce que vous faites aujourd'hui pour donc, l'élection forcément, municipale... vos parents, ils sont fiers dans ces cas-là. Ce que vous faites aujourd'hui pour cette élection municipale... C'est le maître mot, j'en reviens au début, le slogan « Angers est une ville agréable », mais en fonction de votre situation, elle l'est plus ou moins, et nous, ce qu'on veut faire, et c'est ce que je vous disais, c'est le maître mot, c'est le fil directeur de mon engagement en politique, c'est la justice sociale, c'est de faire en sorte que, quel que soit... vos revenus, quelle que soit votre situation sociale, quel que soit votre bagage culturel, quel que soit votre état de santé, de faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes possibilités, que tout soit le plus égal possible. On n'arrivera jamais, si vous êtes en très bonne santé, avec un compte en banque bien rempli et que... vous avez beaucoup d'amis et une famille très proche de vous, vous serez toujours un peu avantagé par rapport à la personne qui a eu des incidents, des accidents dans son parcours de vie, qui souffre de maladies, qui a moins de revenus, etc. Oui, je ne vais pas vous dire tout le monde va être tout le temps égal sur tout, et ce qu'on va faire qu'on ne verra plus jamais de différence entre... un salarié au SMIC et un millionnaire. Mais par rapport à ces inégalités, dans un monde qui est en proie à des inégalités, faire en sorte de les réduire, oui, on connaît aussi le péril climatique, on connaît les tensions géopolitiques. Vous allez peut-être être élu maire très bientôt. Vous allez aussi, a priori, être père juste après l'élection. Quand on pense au monde qu'on laisse à la nouvelle génération, vous, c'est votre premier enfant, est-ce que parfois, vous n'avez pas envie vous ressentez pas d'une forme d'abattement, une envie de renoncer, de colère ?
Quand vous avez commencé à vous intéresser à la politique dans les années 80, jeune adolescent, et qu'il y avait un vent d'espoir, et que vous avez l'impression La chute du mur de Berlin. Voilà, et la chute du mur de Berlin, mais pas... Enfin, entre autres, mais globalement dans le monde, parce qu'il n'y a pas que l'Europe dans le monde, à cette époque-là, vous aviez l'impression que le nombre de démocraties augmentait, que l'égalité progressait, que les droits humains progressaient. Et qu'aujourd'hui, vous avez le président de ce qui est censé être la plus grande démocratie au monde qui poste son prédécesseur en singe. Vous vous dites effectivement que, vous vous dites, mais on est revenu 100 ans en arrière. Quand vous pensez à votre fils, ce monde dans lequel il va Vous grandir, dites, mon pauvre garçon, qu'est-ce qu'on vous laisse? Après, vous avez déjà songé à arrêter, vous? Une forme de découragement parfois? Non, parce que c'est l'histoire, je pense, aussi de l'être humain, de jamais abandonner, ce que je vous disais tout à l'heure pour le peuple iranien. Je pense que le peuple iranien, quelles que soient ses difficultés, il ne va pas abandonner. Et puis, globalement, l'être humain, il a toujours ce truc de se dire « Allez, on va améliorer les choses, on va continuer à se battre, on va continuer à avancer ». Globalement, l'humanité progresse. Enfin, j'espère, je pense. Ça se fait avec des phases de flux, reflux. Vous faites 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Bon, le tout, c'est quand vous faites un petit pas en arrière, d'essayer de le limiter à un seul et de repartir très vite de l'avant. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette phase-là. On est dans une phase où il y a un petit recul des droits sociaux, de la démocratie. Dernière question rituelle, Arash Saidi, dans ce format, trajectoire. Je vous montre une photo. Si vous regardez cette personne, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? C'est dur de se regarder. Se regarder soi-même, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Par rapport au parcours accompli, ce qu'on a évoqué depuis le début de cette émission, quand vous vous voyez là. De jamais oublier d'où on vient. C'est important pour vous, c'est le plus important? Jamais oublier d'où on vient. Et je parle pas de géographie. Merci, Arash Saidi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver les autres entretiens que nous ont accordés les candidats aux élections municipales à Angers, mais aussi à Nantes, sur notre chaîne YouTube.